Au sommaire de cette édition, nous serons au Parlement nigérien et sur les pas du président de l'Assemblée nationale burkinabé. Devant les élus nationaux du Niger et ses pairs d'Afrique, Balassa Kandé appelle à l'ouverture parlementaire. Vous l'entendrez dans ce journal. Dans ce journal, suite de notre feuilleton Une semaine à. Au deuxième jour de notre séjour à Goursi, nous irons à la découverte de la dynastie des Warma, une dynastie guerrière et cofondatrice du royaume du Yatenga. Cours d'histoire dans un instant. Et puis le discours du Premier ministre malien à la tribune de l'ONU fait des vagues dans l'Hexagone. Les autorités françaises dénoncent son propos accusant la France d'abandon. Le retrait des soldats français de certaines zones du Mali a bel et bien fait l'objet de concertations selon Paris. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Canet d'audience du chef du gouvernement. Pour commencer, le Premier ministre a reçu ce matin l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en fin de mission au Burkina. Appelé à d'autres fonctions, il est allé faire ses adieux au Premier ministre burkinabé, Kwale Nebié et Sébastien Zongo. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire est en fin de mission au Burkina Faso. Kapié-Lessien Soro vient remercier le Premier ministre Christophe Joseph-Marie Dabiré et à travers lui tout le peuple burkinabé pour le soutien qu'il a reçu pendant ses 5 années de service. Parmi les succès dans la coopération entre les deux pays, il se souvient notamment du TAC, le traité d'amitié et de coopération. Je crois que le TAC a atteint un niveau où les populations vont commencer à sentir dans leur quotidien les effets, les résultats positifs de ces concertations annuelles qui sont d'un caractère exceptionnel parce que c'est justement annuel puisque habituellement les rencontres entre les pays qui coopèrent et qui entretiennent des relations diplomatiques, ces rencontres se font sur une base bisannuelle et on appelle cela les commissions mixtes de coopération bilatérale. Dans notre cas, avec le Burkina Faso, le TAC se tient tous les ans. Bien sûr, après un certain succès, on a décidé de passer au rythme de 2 ans. Mais cela s'est fait parce qu'il y a eu justement des résultats positifs. Nommé par le président Alassane Dramane Ouattara en Conseil des ministres du 13 juillet 2016, le diplomate ivoirien est aujourd'hui appelé à d'autres fonctions par son pays. On met le cap sur Niamey et pour retrouver le président de l'Assemblée nationale, sur invitation de son homologue nigérien Alassane Balassa Kandé et une dizaine de ses pairs, ont pris part à l'ouverture de la session budgétaire du Parlement nigérien. Une session au cours de laquelle Alassane Balassa Kandé invite à une ouverture parlementaire. Dramane Dadian. Palais des congrès de Niamey. Le moment est solennel pour les Nigériens. Une dizaine de présidents d'institutions parlementaires des pays de la sous-région participent à l'ouverture de la 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale du Niger, consacrée au budget exercice 2022. Alors que nous entamons cette 3e législature de la 7e République, je voudrais que l'ensemble de nos collègues députés prennent conscience de cette nécessité de mutation de la mission parlementaire. Nous devons repenser le rôle du député pour lui permettre de prendre en charge les nouveaux paradigmes de la vie économique et sociale. Ils veulent aller au-delà de la routine parlementaire en anticipant sur les sujets majeurs. De la sécurité. Le chef du Parlement burkinabé en parle à cette tribune d'adresse aux élus nationaux du Niger. Sous prétexte du secret d'État ou du secret défense, il en a été de même dans le secteur de la sécurité où l'absence du contrôle démocratique des actions a occasionné des formes de gestion problématiques. C'est pourquoi l'implication effective des parlementaires dans la gouvernance du secteur de la sécurité ne doit pas être perçue comme une intrusion de profanes dans un domaine réservé, mais plutôt comme une des exigences de la lutte contre le terrorisme. Sur le pied de guerre contre le terrorisme, ces parlementaires réitèrent aussi leur engagement pour une réelle intégration des peuples.
À l'issue de l'ouverture des travaux, le chef du Parlement burkinabé et ses pairs ont effectué une visite de courtoisie au président de la République nigérienne, Mohamed Bazoum. Ils ont expliqué leur vision du parlementarisme de développement. Précision toujours avec notre envoyé spécial à Niamey, Draman Dadia. Visite des parlementaires de la sous-région au président Mohamed Bazoum, le chef de l'État nigérien. Au-delà de la simple courtoisie, ils sont là pour mieux expliquer leur concept de diplomatie parlementaire. Il nous a encouragés dans cela parce que nous ne prenons pas en charge ce qui revient à l'exécutif. Nous essayons d'accompagner les exécutifs dans ce que nous faisons. Et donc il était important que nous puissions en tout cas venir le saluer, en tout cas avoir ses conseils, ses orientations aussi. Ce n'est pas pour remplacer la diplomatie classique parce qu'il faut respecter aussi nos textes fondamentaux qui sont clairs. Il y a la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le parlementaire et le pouvoir judiciaire, mais c'est un apport de plus. C'est aussi, cela permettra également au Parlement de prendre en compte tous ces problèmes qui assaillent aujourd'hui nos différents pays et de manière générale l'Afrique. Intégration économique et sécurité. Les élus nationaux de l'espace communautaire, plus que solidaires, s'engagent à jouer leur partition à travers des textes et lois en faveur du parlementarisme de développement qui allie à la fois proximité de l'élu avec la base, sécurité et développement. Retour au Burkina où les vertus du dialogue social sont au centre d'un forum qui s'est ouvert ce matin. À l'initiative du forum, le Haut Conseil pour le dialogue social avec pour cible les jeunes de la commune de Ouagadougou. Citoyenneté, civisme, développement et emploi seront les maîtres mots durant les 48 heures de travaux, nous disent Adama Giti et Nyakiteda. 77,9% de la population burkinabé à moins de 35 ans, rapporte le ministre de la Jeunesse à l'entame des travaux du Forum des jeunes de Ouagadougou. Une jeunesse toujours au cœur des mouvements et autres manifestations de rue, poursuit le ministre Thiem Touré, dont les propos sont corroborés par le président du Haut Conseil du dialogue social. Pour le professeur Domba Jean-Marc Palme, la fronde sociale est en ébullition depuis 2011 et il faut trouver vite une solution, d'où la mise sur pied du Haut Conseil du dialogue social. C'est d'ailleurs son institution qui initie ce forum pour un nouveau départ du vivre ensemble. À travers ce forum, ils comprendront la nécessité du dialogue social et ils reconnaîtront les vertus de ce dialogue social afin qu'on puisse discuter des différentes questions et qu'on puisse promouvoir le dialogue social à tous les niveaux, national, régional, y compris dans l'économie informelle. Pendant des jours, ces responsables des mouvements associatifs de jeunesse venus des 4 coins de la ville de Ouagadougou vont échanger sur la citoyenneté, le civisme, le développement et l'emploi des jeunes, ainsi que les vertus du dialogue social. Et si l'on veut instaurer un esprit de dialogue de manière globale au niveau du Burkina Faso, il faut que les jeunes soient fortement sensibilisés dans ce sens-là. C'est pourquoi je salue donc cette initiative qui vise à sensibiliser les jeunes et particulièrement donc les responsables donc des mouvements et associations de jeunesse sur les vertus donc du dialogue. Les jeunes vont également aller à l'école du développement et du dialogue social Made in Japon. Ils ont des jours pour se parler, s'écouter et se comprendre pour poser des jalons du changement en faveur de la paix. Au deuxième jour de notre séjour à Goursi, nous nous intéressons à la dynastie des Warma, une dynastie guerrière et cofondatrice du royaume du Yatenga. Et l'histoire de la dynastie est contée par le 34e chef de la dynastie, Kessie Lassina Ouattara et Ahadi Sandamba ont rencontré pour nous. Cour royale au secteur numéro 2 de Goursi. C'est ici que règne la dynastie des Warma depuis plusieurs siècles maintenant. Une dynastie coutumière et guerrière qui a joué un rôle très important dans la création du royaume du Yatenga. C'est ici que tout a commencé. En effet, le fondateur de la dynastie des Warma serait également cofondateur du royaume du Yatenga. Naba Warma a accompagné Naba Yadega dans la création du royaume du Yatenga.
Et Naba Warma était comme son ministre de la Défense. Et quand Naba Yadega allait pour élargir son royaume, Naba Warma s'assurait de la sécurité des frontières et des parties déjà acquises tout en l'accompagnant dans l'extension de ce royaume-là. Naba Warma et Naba Yadega seraient tous deux élevés à un minimum auprès d'un chef de guerre du nom de Naba Shuido. À l'époque, ils ont été initiés au métier des armes et ont hérité des relations de leur tuteur. Et pour bâtir à leur tour un royaume, ils ont bénéficié du soutien des forgerons. Ce sont ces forgerons-là qui maîtrisaient cette métallurgie, qui extrayaient le fer et qui fabriquaient les armes qui permettaient effectivement à Naba Shuido en son temps d'établir sa chefferie guerrière. Et donc Naba Yadega et Naba Warma ont hérité de cette pratique. Naba Bwango est le 34e chef de la dynastie des Warma. Ici, le pouvoir est familial et il se transmet de père en fils, mais aussi, il arrive souvent que ce soit de frère en frère. Il y a également une structuration autour du chef pour mieux administrer le pouvoir des Warma. C'est une organisation avec de notables au rôle bien précis. C'est structuré exactement comme le royaume de Wuridia, avec ses notables, le Wedrang Naba, le Widi Naba, et j'en passe. Dans la structuration du royaume du Yatenga, Goursi est la capitale historique. Oui, c'est la base du royaume du Yatenga. Et depuis des siècles, c'est ici à Goursi que tous les chefs du ressort de Naba Yadega sont intronisés et même le roi du Yatenga est intronisé ici. Et la forêt sacrée de Tansablogo est l'un des lieux de culte majeurs des Warma. Ils y pratiquent des rites tous les 3 ans. D'une superficie de 40 hectares, cette forêt est également un lieu de vœux, nous disent Siela Sina Ouattara et Ahadi Sandamba. Derrière cette touffe d'arbres se cache tout un mystère. Oui, l'âme de la dynastie des Warma se trouverait ici, dans cette forêt. La forêt sacrée de Tansablogo. Perchée sur une colline, elle s'étend sur une superficie de 44 hectares. Ici, on obtient tout ce que l'on demande, mais à une seule condition. Ne demandez que du bien, car le mal, lui, ne passe jamais par là. Foi des anciens. Il y a également obligation pour toute personne de revenir remercier une fois satisfaction obtenue. Chaque 3 ans, ils se retrouvent, n'est-ce pas, pour en tout cas ces sacrifices-là. Et chacun vient demander. Voilà, soit on demande la richesse, soit on demande la santé, soit on demande à avoir des enfants. Chaque 3 ans, depuis des siècles maintenant, les anciens viennent à cet endroit avec des animaux, mais aussi du dolo et de la nourriture pour implorer les manes des ancêtres de la dynastie des Warma. Et c'est ici, là où nous sommes actuellement, que tous les rites se déroulent. Pour l'ensemble de la population, le gardien du temple demande santé, abondance, richesse et surtout protection contre tout mal. Et le jour des sacrifices, on amène des boucs, les chèvres là. On amène des poulets. On tue ici, on grille ici, on mange et on repart. Cette viande-là ne repart pas à la maison. Mais aussi, chacun peut demander individuellement, par l'intermédiaire des anciens ou en secret, ce qui lui tient à cœur. Et cela peut se passer n'importe où, que l'on soit au bord ou à l'intérieur, on peut invoquer les esprits de la forêt. Même des étrangers viennent ici pour demander, nous confie-t-il. Il y a un de Pouitenga, de passage, il a vu qu'en tout cas que cette forêt-là était vraiment chaude. Il s'est arrêté, il a demandé au fond de son cœur. Et effectivement, quand il est parti, il a trouvé que vraiment sa demande a été exaucée. Et il est revenu. Voilà, il est revenu avec sa contribution pour vraiment remercier. Selon certaines indiscrétions, il y a un serpent bois mystique, l'âme en question dans cette forêt.
Il est plusieurs fois vu, de jour comme de nuit, par des habitants de Goursi. Ici, le serpent bois ne se mange pas. Il est même inoffensif, car c'est l'âme des Warma. Tous y croient fermement et respectent les consignes. C'est pourquoi la forêt sacrée de Tansabelgo est intacte. On n'y coupe pas de bois, encore moins de cultiver ici. C'est le terrain des ancêtres, oui, invisible, mais gardien de la cité, conclut un notable. Autre point de l'actualité, nous parlons de l'initiative présidentielle Produire 1 million de tonnes de riz paddy par an. Dans le cadre de cette initiative, des contrats ont été signés avec les producteurs pour pallier les problèmes de commercialisation de leur production. Dans les Hauts-Bassins, par exemple, plus de 200 contrats lient les producteurs à la région. Gérard Sommet et Ernest Kambiré. Elles peuvent chanter, taper des mains et esquisser quelques pas de danse. Au son de la musique du terroir, les productrices du bas-fond rizicole de Sanan, dans le Kédougou, région agricole des Hauts-Bassins, peuvent célébrer. Célébrer l'implémentation réussie de l'initiative présidentielle, produire 1 million de tonnes de riz paddy par ici en seulement 2 ans. Sur 450 hectares entièrement emblavés, pour 100 hectares aménagés, Omar Traoré et les membres de sa coopérative peuvent regarder croître leur production rizicole et implorer Dame Nature pour une bonne moisson. 1800 tonnes de riz paddy sont attendues sur ce site avec des contrats d'achat déjà en main. Nous avons signé des contrats pour nous assurer que la production ne va pas rester entre nos mains. Ça rassure les membres et ça tire la production vers le haut. Le contrat, c'est très simple. Dès le départ, on s'entend, on fixe un coût. Et il y a 2 fois où même ces rizeries a pris les producteurs avec de la semence qu'ils veulent et aussi avec les intrants. Et souvent même, ils ont des contrats avec nous pour le suivi. Donc tout ça, c'est pour l'atteinte des résultats. Et il faudra dire qu'au niveau de notre région, en tout cas, on ne connaît pas un seul producteur qui a du riz qui n'arrive pas à commercialiser. Pour 2021-2022, près de 200 contrats ont été signés avec des rizeries comme soutien à la production. La production du riz est très rentable. L'année dernière ici, nous avons vendu notre production à plus de 300 millions de francs CFA sur la base des contrats avec des unités de transformation. La filière est très porteuse. Autre élément à même de tirer la production vers le haut, ces unités agroalimentaires qui décortiquent, transforment le riz paddy et qui affirment aujourd'hui leur importance dans la mise en œuvre de l'initiative présidentielle en partenariat public-privé. En sport et en bref, le sélectionneur national des étalons, Kamou Malo, a livré ce 28 septembre à Ouagadougou la liste des 27 joueurs convoqués pour la double confrontation entre Djibouti les 8 et 11 octobre prochains du côté de Marrakech au Maroc. Des matchs comptants pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. On note le retour de Bertrand Traoré au sein de l'effectif. Le jeune Nasser Adjika de FC Balé a été préféré à Mohamed Ouattara. Le stage démarre le 4 octobre prochain. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions plus en détail. Hors de chez nous, le discours du Premier ministre malien à la tribune de l'ONU fait des vagues dans l'Hexagone. Les autorités françaises dénoncent son propos accusant la France d'abandon. Le retrait des soldats français de certaines zones du Mali a bel et bien fait l'objet de concertations selon Paris. Les autorités françaises n'ont pas du tout apprécié le récent discours du Premier ministre malien à la tribune de l'ONU. Ce dernier a accusé la France d'abandonner le Mali en réduisant sa présence militaire. Faux, a répondu le commandant de la force Barkhane. Le fait que nous retirions notre présence symbolique dans ces 3 garnisons, ce n'est absolument pas un abandon, c'est une relève sur position. Entre militaires, on appelle ça une relève sur position. Dans ces 3 endroits, dans ces 3 garnisons, les unités de la MINUSMA et surtout celles des FAMA sont implantées, solidement implantées, et il ne s'agit nullement d'un abandon.
Même son de cloche au ministère français des Affaires étrangères. La transformation de notre dispositif militaire au Sahel ne constitue ni un départ du Mali, ni une décision unilatérale. Et il est faux d'affirmer le contraire, a déclaré la porte-parole du Quai d'Orsay. Quant à la ministre française des Armées, sa réaction est encore plus virulente. Florence Parly dénonce l'indécence des propos du Premier ministre malien qui s'est exprimé au lendemain de la mort d'un soldat français au Mali. De là à s'essuyer les pieds sur le sang des soldats français, c'est inacceptable, a-t-elle déclaré ce lundi soir. La France disposait jusque-là de 5000 soldats engagés au Sahel. Leur nombre devrait être ramené entre 2500 et 3000. Vu de Bamako, cela ressemble à un désengagement et cela suffit à justifier l'ouverture de discussions avec la société paramilitaire russe Wagner. Les dirigeants français ont averti leurs homologues maliens qu'une implication du groupe Wagner au Mali serait incompatible avec une présence militaire française et celle d'autres pays et organisations internationales sur le terrain. Feuilletons à présent les pages des quotidiens dans leur parution du jour. À lire dans les colonnes le plaidoyer du RDJ pour des élections municipales au suffrage direct, la reprise du dialogue politique, la revue de presse de Boukari Ouedraogo. Après plus de 3 mois de suspension, le dialogue politique reprend entre opposition et majorité. Et à quoi faut-il s'attendre, s'interroge l'Express du Faso. Une question qui a tout son sens car l'opposition s'était retirée du dialogue au mois de juin dernier en annonçant des marches de protestation contre le pouvoir qu'elle jugeait inactif face à la multiplication des attaques terroristes, nous informe l'observateur Palga. Aujourd'hui, l'opposition et la majorité de nouveau à la table de la palabre, soulignent aujourd'hui au Faso, et ceci s'explique selon le patron de l'opposition qui affirme dans le quotidien que les conditions posées ont été respectées. Une reprise du dialogue avec en priorité des discussions, la sécurité et la réconciliation nationale met en relief le pays. Le représentant de la majorité présidentielle Vincent Dabilgou nous fait savoir dans le quotidien de Tassidoya qu'il a foi que cette reprise du dialogue aboutira à de bons résultats. Parmi ces bons résultats, la relecture à minima du code électoral pour des élections municipales et régionales en mai 2022 poursuit Sidoya. En attendant, le RDJ dans l'Observateur Palga fait un plaidoyer pour l'élection des maires au suffrage direct. Pendant ce temps, Élisée Ouedraogo, le président de la Commission électorale nationale indépendante, rassure dans l'Observateur Palga que malgré la crise sécuritaire, les élections municipales auront bel et bien lieu. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 14h à Morée, Djoula et Fulfulde. Bonne suite de programme sur nos antennes.